Bienvenue sur. Le matin du 22 avril, le capitaine d'un cargo a reçu l'autorisation de traverser le détroit d'Ormuz. Quelques minutes plus tard, une vedette armée du corps des gardiens de la révolution islamique a ouvert le feu sur sa passerelle. Aucun avertissement, aucun appel radio, rien. Et ce n'était que le début de cette journée. Ce capitaine avait tout fait correctement. Ses documents étaient en règle, sa route était enregistrée, son équipage respectait toutes les règles maritimes internationales en vigueur. Il avait reçu l'autorisation officielle des autorités iraniennes de traverser l'une des voies navigables les plus stratégiques de la planète. Puis, sans un seul mot à la radio, sans même une fusée de signalisation tirée en guise d'avertissement, une vedette armée des gardiens de la révolution iranienne s'est approchée de son navire et a ouvert le feu. Les roquettes et les tirs ont déchiré la passerelle. Le verre a volé en éclats, le métal a hurlé. Et quelque part dans le golfe Persique, un mardi matin, le monde a discrètement franchi une ligne dont il ne peut plus revenir. Mais voici ce que les gros titres ne vous disent pas. Voici ce que les bandeaux d'informations en continu passent sous silence dans leur course vers la prochaine nouvelle. Ce qui s'est passé le 22 avril n'était pas un acte d'agression aléatoire. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. C'était un message calculé, délibéré et profondément stratégique, adressé non seulement à un capitaine de navire, mais à chaque gouvernement, chaque négociant en pétrole, chaque ministre de l'énergie et chaque commandant militaire sur Terre. Ce matin-là, l'Iran disait quelque chose de très précis au monde, et sans comprendre ce qu'il disait, il est impossible de comprendre ce qui vient ensuite. Bien sûr, dans la version trumpiste de la gestion de crise, ne pas comprendre le message n'a jamais empêché personne d'annoncer un tour d'honneur. Alors, il faut que je commence par le début. Pas par le 22 avril, pas même par le 28 février, lorsque cette guerre a techniquement commencé. Il faut remonter plus loin. Parce que pour comprendre pourquoi l'Iran sature maintenant le détroit d'Ormuz de vedettes armées, de roquettes, de mines et de drones, il faut comprendre quelque chose au sujet de cette minuscule étendue d'eau que la plupart des gens n'ont jamais vraiment saisi. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement important, il n'est pas seulement stratégique. Il est, sans exagération, le point de passage le plus déterminant de l'histoire de la civilisation humaine. Et c'est une espèce unhyperbole. C'est simplement la géographie qui rencontre l'économie et la stratégie militaire dans un endroit très petit et très dangereux. La géographie vient d'abord. À son point le plus étroit, le détroit ne fait que 20 et 1 mille de largeur. 20 et 1 mille. On pourrait parcourir cette distance en moins d'une demi-heure sur une autoroute. Mais par ces 20 et 1 mille transits, environ 20% de tout l'approvisionnement mondial en pétrole. Chaque jour, avant le début de cette crise, entre 17 et 20 et 1 million de barils de pétrole brut passaient par ce corridor. Cela représente un baril de pétrole sur 5 consommés sur toute la planète. La Chine obtient le tiers de ses importations totales de pétrole par ce détroit. Le Japon et la Corée du Sud en sont presque entièrement dépendants. L'Inde, l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, fait fonctionner ses raffineries principalement avec du brut du Golfe qui passe par Ormuz. Et l'Europe, malgré des années d'efforts pour diversifier ses sources, tire encore entre 12 et 14% de son gaz naturel liquéfié directement du Qatar. Et tout ce gaz naturel liquéfié passe par cet unique passage étroit. C'est exactement le genre de plomberie mondiale délicate qui ne devient pas plus sûre parce que quelqu'un publie en majuscule et appelle cela de la force. Mais le pétrole et le gaz ne sont qu'une partie de l'histoire. Par le détroit d'Ormuz transitent aussi environ 30% des engrais échangés à l'échelle internationale. La région du Golfe produit près de la moitié de l'urée mondiale et environ 30% de son ammoniac. Ce ne sont pas des produits de luxe. Ce sont les intrants chimiques dont les agriculteurs d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique subsaharienne dépendent pour cultiver de la nourriture. Lorsque le détroit ferme, ce n'est pas seulement le réservoir d'essence qui est touché. C'est la récolte de riz aux Philippines. C'est la culture de blé au Pakistan. C'est le rendement du maïs dans certaines régions d'Afrique. La chaîne alimentaire et la chaîne énergétique passent toutes les deux par cette minuscule ouverture entre l'Iran et Oman. Et en ce moment, l'Iran tient les deux à deux mains. Il y a aussi quelque chose dont presque personne ne parle correctement dans les médias occidentaux. C'est la question de savoir pourquoi l'Iran possède encore cette carte à jouer. Parce qu'il existe un secret que les analystes de la défense connaissent depuis des décennies, mais que les gouvernements ont toujours été très réticents à admettre publiquement. Les États-Unis et leurs alliés n'ont jamais vraiment trouvé de moyen fiable de garder le détroit d'Ormuz ouvert
face à une résistance iranienne déterminée. Pas en 1988 pendant l'opération Praying Mantis, pas pendant la guerre des pétroliers de la fin des années 1980 et pas aujourd'hui. La 5e flotte américaine est basée à Bahreïn. Les porte-avions américains patrouillent dans ces eaux. Des destroyers et des sous-marins américains sont présents dans la région en nombre qui aurait semblé extraordinaire il y a encore quelques années. Et pourtant, l'Iran saisit encore des navires. L'Iran tire encore des roquettes sur des passerelles. L'Iran pose encore des mines dans les voies maritimes. Et le pétrole ne circule toujours pas librement. Apparemment, la pression maximale fonctionne surtout quand la pression revient par la pompe à essence, la voie maritime et la facture d'épicerie. La raison, c'est que la marine du corps des gardiens de la révolution islamique a passé les 30 dernières années à se concevoir précisément pour se battre et gagner dans cet environnement exact. Elle n'essaie pas d'affronter un groupe aéronaval américain en haute mer. Elle sait qu'elle perdrait ce combat. À la place, ce que le corps des gardiens de la révolution islamique a bâti, c'est ce que les stratèges militaires appellent une force d'interdiction d'accès et de déni de zone. Des essaims de petites vedettes rapides armées de roquettes, de missiles et de torpilles. Des sous-marins diesel presque impossibles à détecter dans les eaux peu profondes et bruyantes du Golfe. Un arsenal de missiles anti-navires comprenant le Nour, le Qader et le Khosar, tous conçus précisément pour frapper de grands navires de surface lents. Un programme de drones qui a produit des centaines de drones kamikazes rasant la mer, capables de parcourir des centaines de milles avant de percuter un pétrolier à pleine vitesse. Et un vaste inventaire de mines navales que les forces iraniennes ont commencé à déployer dans le détroit dès le 10 mars de cette année, lorsque des sources du renseignement militaire américain ont confirmé pour la première fois avoir repéré des poseurs de mines opérant dans le chenal. Cette combinaison d'armes et de tactiques rend le détroit extraordinairement dangereux pour la navigation commerciale et réellement coûteux même pour les navires militaires. L'armée américaine a détruit 16 poseurs de mines iraniens après que Trump eut exigé que l'Iran retire ses mines. Mais détruire les bateaux ne signifie pas nécessairement que les mines qu'ils avaient déjà posées ont disparu. Les mines navales sont des armes passives. Elles reposent sur le fond marin ou juste sous la surface, et elles attendent. Elles n'ont pas besoin d'équipage. Elles n'ont pas besoin d'énergie. Elles ne sont jamais à court de munitions. Une mine, malheureusement, ne démissionne pas parce qu'un communiqué de presse sonne confiant. Et les repérer dans les eaux troubles et chargées de sédiments du Golfe Persique est l'un des défis les plus difficiles de toute la guerre navale moderne. La Grande-Bretagne discute spécifiquement du déploiement de systèmes autonomes de chasse aux mines dans la région. Mais ces systèmes n'ont pas encore été déployés, et entre-temps, chaque capitaine de navire qui envisage de traverser le détroit sait que quelque part, sous la surface, il pourrait y avoir un dispositif prêt à ouvrir une brèche dans le fond de son bâtiment. Les événements précis du 22 avril révèlent encore davantage lorsqu'on les examine en détail, parce que la séquence de ce qui s'est passé ce jour-là a été largement survolée dans la plupart des couvertures médiatiques. La matinée a commencé lorsqu'un cargo a signalé à UK Maritime Trade Operations, le centre britannique de surveillance maritime militaire, qu'il avait été approché par une vedette armée du corps des gardiens de la révolution islamique au nord-est d'Oman. Aucun appel, aucun avertissement à la radio. La vedette s'est simplement approchée et a ouvert le feu, causant ce que UKMTO a décrit comme de lourds dommages à la passerelle. L'équipage a été déclaré sain et sauf, mais le navire lui-même a été gravement endommagé. L'agence de presse iranienne Tasnim, directement liée au corps des gardiens de la révolution islamique, a aussitôt affirmé que le navire avait ignoré des avertissements répétés. Une affirmation que la firme britannique de sécurité maritime Vanguard Tech a directement contredite en confirmant que le navire avait reçu l'autorisation officielle de traverser. Puis, en quelques heures, un deuxième navire, le MSC Francesca, a été approché et a reçu l'ordre de jeter l'ancre. Sa coque et son bloc d'hébergement ont été endommagés. Puis, un troisième navire, l'Euphoria, a été ciblé. Les médias d'État iraniens ont rapporté qu'il s'était retrouvé, selon leurs mots, échoué sur la côte iranienne. À la fin de cette matinée, le corps des gardiens de la révolution islamique avait officiellement saisi à la fois le MSC Francesca et l'Epaminonda, les escortant vers les côtes iraniennes et annonçant qu'ils avaient été détenus pour violation maritime. Le ministère grec de la Marine marchande a immédiatement repoussé cette version, niant que l'Epaminonda s'était légalement capturé et décrivant l'attaque comme non provoquée. L'Iran s'en fichait. Depuis des semaines,
L'Iran ne se soucie plus de ce que dit la communauté internationale. Et cela, en soi, est une donnée qui mérite d'être examinée très attentivement. Ce qui rend le 22 avril encore plus extraordinaire, c'est le contexte plus large. Trump avait annoncé la veille au soir, le 20 et 1 avril, qu'il prolongeait le cessez-le-feu avec l'Iran. Il l'avait publié sur Truth Social. Il avait déclaré que les États-Unis maintiendraient leur blocus naval des ports iraniens, mais que les opérations militaires seraient suspendues afin de permettre davantage de discussions diplomatiques facilitées par le Pakistan. Il avait décrit cela comme un acte de retenue et une occasion pour l'Iran de venir à la table. Rien ne dit mieux la diplomatie prudente que d'annoncer la retenue tout en gardant le blocus bien verrouillé et en attendant les applaudissements. Et la réponse de l'Iran, livrée non pas par des mots, mais par des tirs et des navires saisis dès le lendemain matin, a essentiellement consisté à traiter cette prolongation du cessez-le-feu comme dénuée de sens. Un haut responsable iranien a déclaré publiquement que l'annonce de Trump ne signifiait rien. Et le corps des gardiens de la révolution islamique a rendu sa position claire, non pas lors d'une conférence de presse, mais depuis la passerelle d'une vedette armée dans le détroit d'Ormuz. C'est important parce que cela révèle quelque chose sur la politique interne iranienne que les analystes occidentaux commencent seulement à saisir pleinement. La voie diplomatique menée par le ministre iranien des Affaires étrangères et des figures parlementaires comme Ghalibaf a été essentiellement supplantée par le corps des gardiens de la révolution islamique. Les rapports issus du premier cycle de discussion à Islamabad, qui a duré 20 et 1 heures du 11 au 12 avril et n'a absolument rien produit, indiquaient que de hauts responsables du corps des gardiens de la révolution islamique, notamment Vahedi et Zolgad, avaient personnellement opposé leur veto à toute concession. Ce ne sont pas des élus, ce ne sont pas des diplomates, ce sont des commandants militaires qui ont passé toute leur carrière à bâtir la force qui opère maintenant dans le détroit. Et ils ne vont pas abandonner le levier que cette force leur fournit simplement parce qu'un ministre des Affaires étrangères signe un bout de papier. Le corps des gardiens de la révolution islamique est effectivement devenu un État dans l'État, et il répond à une chaîne de commandement qui passe par le bureau du guide suprême, pas par le gouvernement élu. Cette fracture à l'intérieur de l'Iran est l'une des dynamiques les moins rapportées et les plus dangereuses de toute cette crise, parce qu'elle signifie qu'il n'existe pas un seul décideur iranien capable de s'engager de manière fiable dans un accord et de le faire tenir. Lorsque les négociateurs américains s'assoient en face de diplomates iraniens à Islamabad, ils ne parlent pas réellement aux personnes qui tirent les roquettes. Ils parlent à des responsables qui veulent peu être sincèrement un accord, mais qui ne peuvent pas contrôler les hommes sur les vedettes armées. Il est difficile de négocier avec la réception pendant que les agents de sécurité réécrivent la politique à coups de roquettes. Ce phénomène n'est pas nouveau dans la politique iranienne. La division entre le gouvernement élu et l'État sécuritaire profond fait partie de la République islamique depuis sa fondation. Mais elle n'a jamais compté autant qu'aujourd'hui, alors que l'écart entre ce que disent les diplomates iraniens et ce que fait le corps des gardiens de la révolution islamique se mesure en cargos saisis et en passerelles en flammes. La dimension Iran-États-Unis de cette crise, aussi dramatique soit-elle, n'est qu'une couche d'une histoire qui est en train de remodeler l'ordre mondial en temps réel. L'impact économique est vertigineux, et il empire chaque jour. L'Agence internationale de l'énergie a officiellement décrit ce qui se passe en ce moment comme la plus importante perturbation d'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier mondial. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, l'a qualifié de plus grand défi de sécurité énergétique mondiale de l'histoire. Ce ne sont pas des mots qu'une institution comme l'Agence internationale de l'énergie utilise à la légère. Ce sont des gens prudents, technocratiques, qui parlent normalement en pourcentage, en prévision et dans un langage soigneusement nuancé. Quand ils commencent à utiliser des mots comme « le plus grand de l'histoire », cela compte. L'ampleur est énorme. Avant le début de la guerre, le 28 février, environ 20 à 20, et 1 million de barils de pétrole transitaient chaque jour par le détroit d'Ormuz. Au début d'avril, ce chiffre s'était effondré à environ 8 millions de barils par jour. Cela représente une réduction de plus de 80%. L'offre mondiale de pétrole en mars a chuté de 1 million de barils par jour par rapport au mois précédent, une baisse mensuelle sans précédent dans l'histoire enregistrée des marchés pétroliers. Le Brent, la référence internationale, qui se négociait autour de 70 à 75 $ le baril avant la guerre, a brièvement franchi la barre des 100 $ le baril pour la première fois depuis des années. Et des analystes de certaines des plus grandes institutions financières du monde
modélise maintenant en privé des scénarios où les prix atteindraient 170, voire 200 $ le baril, si le détroit reste fermé jusqu'au deuxième trimestre de cette année. À 100 $, le baril, la douleur économique est sévère. Les coûts du carburant bondissent, les coûts du transport bondissent. Tout ce qui est fabriqué à partir du pétrole, c'est, à dire presque tout, devient plus cher. Mais à 170 $, les économistes décrivent l'impact comme un choc stagflationniste, soit la pire combinaison possible. L'inflation monte pendant que la croissance économique se contracte. C'est le genre de choc que les banques centrales ne peuvent pas facilement combattre, parce que leurs outils habituels, comme augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'inflation, aggravent encore le problème de croissance. C'est le genre de choc qui fait basculer les économies fragiles en récession, qui détruit l'épargne des ménages, qui provoque de l'instabilité politique dans des pays déjà sous pression. Et d'une manière ou d'une autre, la facture du théâtre géopolitique finit toujours par arriver d'abord chez les ménages ordinaires. Et à 200 $ le baril, ce que certains analystes ne considèrent plus comme impossible, cela devient une véritable urgence économique mondiale qui dépasserait la crise financière de 2008 par son impact sur les gens ordinaires. Et il ne s'agit pas seulement de pétrole. La situation du gaz naturel liquéfié est, à certains égards, encore plus aiguë. Le Qatar est le plus grand exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, et pratiquement tout son gaz naturel liquéfié doit passer par le détroit d'Ormuz. Contrairement au pétrole, qui dispose de multiples routes alternatives par des pipelines, par des ports sur la mer Rouge ou autour du cap de Bonne-Espérance, il n'existe essentiellement aucun autre moyen d'acheminer le gaz qatari vers les marchés. Les dernières cargaisons parties avant la crise arrivent maintenant à destination. Une fois consommées, les marchés auxquels elles étaient destinées feront face à une véritable pénurie, non pas à une simple flambée des prix, mais à une absence physique réelle du combustible qui chauffe les maisons, alimente les centrales électriques et nourrit les processus industriels à travers l'Europe et l'Asie. Le chef de la direction de Shell a averti que l'Europe pourrait faire face à des pénuries de carburant d'ici avril. La chaîne de supermarchés britannique Asda a déjà signalé des pénuries dans ses stations-service. Les Philippines ont déclaré un état d'urgence énergétique national le 24 mars, devenant le premier pays à le faire officiellement. Le directeur général de la Société pétrolière publique du Népal a annoncé qu'elle ne remplirait qu'à moitié les bouteilles de gaz vides des consommateurs afin d'étirer les stocks restants. Voilà à quoi ressemble une vraie crise énergétique mondiale lorsqu'elle commence. Non pas une forte hausse des prix qui se résorbe en quelques semaines, mais une pénurie physique lente et écrasante qui se propage depuis le point d'étranglement comme une vague, frappant d'abord l'Asie, puis l'Europe, puis éventuellement même les États-Unis, plus protégés que la plupart des pays mais pas immunisés. Le slogan peut bien parler de domination énergétique. La chaîne d'approvisionnement, elle, continue de lire les petits caractères. Et la dimension des engrais rend la situation potentiellement encore pire à plus long terme, parce que même si un accord était conclu demain et que le détroit rouvrait la semaine prochaine, les dommages causés à la saison des semis de printemps dans l'hémisphère nord sont déjà faits. Les prix de l'urée ont augmenté de 50%. Les agriculteurs qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des engrais plantent moins. Des semis plus réduits signifient des récoltes plus faibles. Des récoltes plus faibles en 2026 signifient des prix alimentaires plus élevés en 2027. Les conséquences de ce qui se passe en ce moment dans ces 20 et 1 000 d'eau vont se faire sentir sur les tables de cuisine à travers le monde en développement pendant des années. Il existe une autre dimension qui n'a presque pas été couverte dans les médias occidentaux, mais qui remodèle discrètement la géopolitique de cette crise d'une manière qui comptera énormément. C'est la question de savoir qui l'Iran a laissé passer par le détroit et qui l'a bloqué, parce que cette liste est une véritable leçon de stratégie iranienne. Depuis le début de la fermeture, l'Iran a accordé des droits de passage à des navires venant de Chine, de Russie, d'Inde, d'Irak et du Pakistan. Il a aussi laissé passer des navires malaisiens et thaïlandais après des discussions bilatérales. Il a autorisé des navires battant pavillon philippin après que Marcos l'eut contacté personnellement. Le 27 mars, sous la pression de l'ONU, il a accepté de laisser passer des cargaisons humanitaires et des cargaisons d'engrais. Mais les navires liés aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Israël et à leurs plus proches alliés sont bloqués, saisis, pris pour cible. Cette liste révèle la logique de la stratégie iranienne. L'Iran utilise le détroit comme un instrument diplomatique de précision et non comme une simple arme grossière. Chaque pays qu'il laisse passer est un pays qu'il cherche à maintenir neutre ou amical.
La Chine, qui reçoit le tiers de son pétrole par Hormuz et qui est le partenaire économique le plus important de l'Iran, a été parmi les toutes premières à obtenir des droits de passage. La Russie, qui fournit à l'Iran une couverture militaire et diplomatique, a reçu l'accès presque immédiatement. L'Inde, qui tente de maintenir une neutralité prudente et qui est l'un des plus grands acheteurs de pétrole iranien sous dérogation aux sanctions, a également été accommodée. L'Iran envoie un message très clair avec cette liste. Prenez notre parti, ou au moins restez neutre, et vos navires passeront en sécurité. Prenez le parti des Américains, et vos navires deviendront des cibles. C'est une forme plus sombre de l'art de conclure des accords qu'un slogan de rassemblement, mais cela reste de l'art de négocier, et Téhéran semble mieux comprendre la partie du levier que ceux qui vendent le levier comme une marque. C'est une manœuvre géopolitique extraordinairement sophistiquée. L'Iran mène simultanément une guerre, soutient un blocus, saisit des navires et gère ce qui ressemble à un programme de fidélité pour les nations neutres et amies, tout cela en même temps, et cela fonctionne. Les pays sur cette liste, la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, représentent environ la moitié de la population mondiale. Ils n'ont pas rejoint les sanctions occidentales contre l'Iran. Ils n'ont pas appelé l'Iran à rouvrir le détroit sans condition. Ils sont demeurés remarquablement silencieux dans les forums internationaux. Et une partie de la raison de ce silence tient précisément au fait que leurs pétroliers continuent de circuler, que leurs approvisionnements énergétiques continuent d'arriver, parce que l'Iran leur a donné une raison très concrète de rester en dehors du combat. L'agence de presse Tasnim, liée au corps des gardiens de la révolution islamique, est allée plus loin dans un rapport publié le 22 avril, le même jour que les saisies de navires. Ce rapport a été presque complètement ignoré par les médias occidentaux. Il cartographiait avec un niveau de détail extraordinaire les câbles Internet sous-marins et l'infrastructure infonuagique du golfe Persique, en soulignant explicitement que le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un point d'étranglement énergétique, mais aussi un corridor critique pour les câbles sous-marins desservant les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et l'Arabie saoudite. Ce n'était pas une leçon de géographie, c'était une menace. L'Iran disait aux États du Golfe et à l'Occident que si ce conflit s'intensifie davantage, la prochaine cible pourrait ne pas être des pétroliers. Ce pourrait être l'épine dorsale numérique de toute la région du Golfe. Les câbles qui transportent les transactions bancaires, les communications, le trafic Internet, les données infonuagiques, tout cela passe par la même géographie que l'Iran contrôle actuellement, ou autour d'elle. C'était un message discret, publié dans une agence de presse semi-officielle, mais toute personne attentive a compris exactement ce qu'il signifiait. Malheureusement, pour le théâtre politique le plus bruyant, les câbles sous-marins ne répondent pas aux surnoms, aux phrases d'applaudissements ni à la confiance télévisée. La réponse multinationale compte aussi parce que l'ampleur de ce qui est en train d'être assemblé pour faire face à cette crise est historiquement sans précédent et se déroule largement à l'abri du regard public. Le 22 avril, des planificateurs militaires de plus de 30 pays se sont réunis dans une base de la Royal Air Force au nord de Londres pour une conférence de 2 jours visant spécifiquement à concevoir une mission multinationale destinée à sécuriser le détroit d'Ormuz. 38 pays. Ce chiffre est significatif. Même l'OTAN, dans ses plus grands exercices combinés, rassemble rarement autant de nations pour une seule séance de planification opérationnelle. Le fait que 38 pays envoient des planificateurs militaires dans une base aérienne britannique pour déterminer comment gérer les vedettes armées iraniennes en dit long sur le sérieux avec lequel la communauté internationale prend ce que fait l'Iran. Des responsables britanniques de la défense ont évoqué l'idée de déployer des systèmes autonomes de chasse aux mines, essentiellement des sous-marins robotisés conçus pour détecter et neutraliser des mines navales à partir de navires-mers envoyés dans le Golfe. Mais ils ont pris soin de préciser que tout plan issu de ces réunions n'entrera en vigueur qu'après ce qu'ils décrivent comme un cessez-le-feu durable entre les États-Unis et l'Iran. Cette réserve est extrêmement importante. Elle signifie que la force multinationale, aussi vaste et aussi capable soit-elle, attend essentiellement un règlement politique avant de pouvoir agir. Et pour l'instant, aucun règlement politique n'est en vue. Les discussions à Islamabad se sont effondrées. Le deuxième cycle de discussion n'a jamais eu lieu. La prolongation du cessez-le-feu annoncé par Trump n'a pas arrêté l'agression iranienne dans le détroit. Le président du Parlement iranien a déclaré que la réouverture du détroit est impossible tant que le blocus américain se poursuit. Trump a affirmé que le blocus restera pleinement en vigueur
jusqu'à ce que l'Iran conclue un accord sur son programme nucléaire. Ces deux positions ne sont pas seulement éloignées, elles sont structurellement incompatibles tant qu'aucun des deux camps n'est prêt à bouger en premier. C'est l'équivalent diplomatique de deux hommes qui bloquent la même porte, tout en affirmant chacun que l'autre est le problème de circulation. C'est le piège dans lequel les deux camps sont maintenant enfermés. L'Iran ne peut pas rouvrir le détroit sans donner l'impression de capituler devant la pression militaire américaine, ce qui serait politiquement dévastateur à l'intérieur du pays, surtout sous le regard du corps des gardiens de la révolution islamique. Les États-Unis ne peuvent pas lever le blocus sans donner l'impression de récompenser l'agression iranienne, ce qui serait politiquement dévastateur pour Trump et enverrait à tous les autres adversaires dans le monde le signal que la coercition militaire fonctionne. Les deux camps appliquent donc une pression maximale. Les deux camps subissent des conséquences économiques, l'Iran avec des pertes estimées à 500 millions de dollars par jour à cause du blocus, les États-Unis et leurs alliés avec du pétrole à 100 dollars et une inflation en hausse. Et aucun des deux camps ne dispose d'une rampe de sortie évidente qui n'implique pas une perte de face inacceptable. La pression maximale a cette drôle de tendance à devenir un enfermement maximal quand personne n'a le droit de cligner des yeux. Le Pakistan, à son crédit, travaille à trouver cette rampe de sortie. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a été l'un des acteurs diplomatiques les plus actifs dans cette crise, offrant le lieu des discussions et appelant personnellement les deux camps après la prolongation du cessez-le-feu. La position du Pakistan est véritablement unique, parce qu'il bénéficie d'une crédibilité auprès des deux camps, entretient une relation de longue date avec l'Iran comme avec les États-Unis, possède une expérience comme canal pour des négociations sensibles et a un intérêt économique direct dans la crise parce que le Pakistan importe une quantité importante d'énergie du Golfe. La question est de savoir si le capital diplomatique du Pakistan suffit à combler un écart qui s'élargit chaque jour sous l'effet des vedettes armées du corps, des gardiens de la révolution islamique. Il existe des faits sur cette crise qui n'ont presque pas reçu d'attention dans les grands médias, mais que toute personne cherchant à comprendre où tout cela se dirige doit absolument connaître. L'un concerne la Russie. L'Iran aurait approché la Russie pour demander la fourniture de certains polymères industriels afin de se protéger contre les perturbations d'approvisionnement. La Russie a refusé, non par principe, mais parce que les attaques ukrainiennes contre des installations pétrochimiques russes ont endommagé la propre capacité de production de Moscou. Et la Russie donne la priorité à son marché intérieur afin de prévenir l'inflation chez elle. Le plus proche grand allié de l'Iran a discrètement dit à Téhéran qu'il ne pouvait pas lui fournir les matériaux industriels dont l'Iran a besoin. C'est une donnée importante sur les limites réelles du partenariat Iran-Russie et sur la pression économique que l'Iran absorbe déjà simultanément depuis plusieurs directions. Un autre fait sous-rapporté concerne ce que cette crise fait au graphite synthétique, un matériau critique pour les batteries de véhicules électriques. Le graphite synthétique est fabriqué à partir de coke de pétrole, un sous-produit du raffinage du pétrole. Lorsque la production des raffineries du Golfe s'effondre, la disponibilité du coke de pétrole chute avec elle. Les batteries de véhicules électriques deviennent plus chères. Et la transition énergétique, qui devait réduire la dépendance mondiale au pétrole, ralentit. L'ironie est brutale et complète. Même l'avenir reçoit un supplément quand la politique du présent est menée comme un pari télévisé. Et puis, il y a l'hélium. Le Qatar est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'hélium industriel, utilisé dans les appareils d'imagerie par résonance magnétique, la fabrication de semi-conducteurs et la production de câbles à fibre optique. Au début d'avril, des distributeurs rationnaient les livraisons, des hôpitaux reportaient des examens d'imagerie par résonance magnétique et des usines de semi-conducteurs en Asie se dépêchaient de trouver des solutions de rechange. Voilà ce qui se produit lorsque 20 et 1 000 d'eau contestés coupent le tiers de l'énergie mondiale. Les conséquences atteignent des recoins de l'économie que personne n'avait anticipés, touchant des industries qui semblent totalement sans lien avec les vedettes armées, jusqu'au moment où elles ne le sont plus. La situation militaire immédiate dépend maintenant de ce à quoi les prochaines semaines pourraient réellement ressembler. La force multinationale en cours d'assemblage à Londres est réelle.